Sean George, Mon nom est Dr. Sean and George. in 2008, En 2008, I died. Dr. Sean was Je a suis highly mort. qualified general physician who tragically had a sudden cardiac arrest. Le docteur a eu un arrêt cardiaque. When Quand j'ai someone's vu clinically son dead, corps, all it takes is quand 20 une personne minutes for est the morte brain to cliniquement, irreversibly il faut juste 20 minutes pour que le cerveau meure définitivement, cliniquement. Et moi, j'ai annoncé que George était mort. Moi, j'ai pensé que j'avais perdu mon meilleur ami. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. C'est une histoire extraordinaire. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais vu une chose comme ça. Je n'ai même pas entendu parler de quelque chose de comme ça. La preuve est là. Sean était mort. I haven't seen many things that I would call a miracle. Je n'ai pas vu beaucoup de choses dans ma vie que j'appellerais miracle. Except for this. En fait, je n'ai pas vraiment vu de choses que je pourrais appeler miracle. Sinon, cette histoire. Je pense que plusieurs fois, les gens attendent que les miracles se passent parmi des gens qui ne sont pas qualifiés. Mais moi, je faisais tout le travail forensique. Ça, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans un regroupement religieux. Je ne suis pas religieux. Je n'ai pas de foi en quoi que ce soit. Mais c'est juste un fait. C'est juste un fait. J'aimerais être clair. Est-ce que vous voulez appeler ça un miracle? Alors oui, en tout cas, je suis obligée de dire que oui, c'était un miracle. Je crois que ça, c'était un miracle. Mon nom est Dr. Sean George. Je travaille comme médecin à Calgary Hospital. Le Dr. Sean est une personne qui a un standard professionnel très élevé. Il fait partie d'une communauté, les Blancs de l'autre côté, les Noirs de l'autre côté, mais les gens comme Dr. Sean ont traversé les lignes. Ils sont mélangés. Nous sommes mariés depuis 27 ans. Nous avons un fils dont le nom est Michael. Il a 21 ans. Ce que je vois dans mon père qui m'inspire, c'est de mettre Dieu au premier lieu. Et ma mère a vraiment un bon cœur. Et ces deux personnes ont toujours du temps l'un pour l'autre. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est le temps silencieux que nous avons ensemble le matin. C'est un temps magnifique. Je travaille aussi à l'hôpital dans le département des urgences. C'est très bien que les deux travaillons à l'hôpital parce que nous voyons des cas de vie et de mort presque tous les jours. Et nous sommes toujours en train de nous aimer, de nous supporter. Dr. John, il y a 16 ans, une chose s'est passée qui a changé ta vie. Raconte-nous. C'était comme un jour tout normal. C'était le 24 octobre 2008. Normalement, nous travaillons à peu près 400 km sur la côte. Nous avons commencé ce voyage vers 9h30 le matin et au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir un mauvais sentiment. C'était pas une douleur, c'était juste quelque chose un manque de confort. Et
j'avais conduit à peu près 350 kilomètres et j'ai commencé à me sentir j'ai commencé à avoir de la nausée et j'ai décidé de stopper la voiture sur le côté de la voiture. Et c'est là que j'ai dit à mon stagiaire que je me sentais mal, que j'avais un disconfort. Et le stagiaire, quand elle a entendu que moi-même, le médecin, j'étais pas bien, alors elle a pâli. Et nous étions au milieu de tout, de rien. La route, elle était vide, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux vérifier ma poitrine? Et c'était plus ou moins la seule chose qu'elle pouvait faire au milieu de rien du tout. Alors elle a vérifié mon pouls qui avait l'air normal. J'ai cru que c'était... j'ai décidé de sortir de la voiture et j'ai décidé d'appeler ma femme Sherry. J'étais allée chez des amis pour faire quelques études et mon mari m'appelle. Moi, je dis à ma femme, écoute chérie, je me sens mal. Nous sommes à peu près à 800 kilomètres de Calgary et je me sens vraiment pas bien. Je me rappelle, j'ai demandé à mon mari, tu as mal à la poitrine? Oui, j'avais mal à la poitrine. Je lui ai dit, oui, j'ai mal à la poitrine. J'ai la nausée. Et je lui ai demandé, tu penses que tu peux arriver jusqu'à l'hôpital? Bon, oui, je peux arriver jusqu'à l'hôpital. Je vais te voir à l'hôpital alors. Je suis donc allée à l'hôpital et j'ai commencé à conduire ce chemin. Tandis que je descendais ce chemin, je conduisais, j'ai vraiment senti dans mon cœur, j'ai senti une conviction dans mon cœur que je devais vraiment arriver à la clinique de Kambalda. La Kambalda est une petite ville. Je suis arrivée là-bas à peu près à 1h de l'après-midi. Malheureusement, le docteur était allé pour manger. Quand je suis entrée à la clinique, la réceptionniste et l'infirmière étaient là. Je leur ai demandé de faire une ECG. Et ils ont fait une ECG. Comme moi, je suis médecin, évidemment, en tant que patient, le docteur va te lire l'ECG. Mais comme le médecin était en dehors pour manger, et moi j'étais et médecin et patient, ils m'ont donné le SCG. Et quand tu regardes là, tu vas voir ce que nous appelons une élévation de segmentation. Et cela voulait dire que j'étais en train d'avoir une crise cardiaque. Moi, je regardais dans mon propre ECG. J'ai dit, oh mon Dieu, je suis en train d'avoir une crise cardiaque. Mais n'oubliez pas, je suis un docteur et je sais exactement ce que ça veut dire. Et en ce moment-là, j'étais devenu très nerveux. C'était pas l'ECG de quelqu'un d'autre, c'était le mien. Et en ce moment-là, j'ai commencé à avoir maintenant mal à la poitrine. J'ai demandé à l'infirmière, peux-tu s'il te plaît appeler le docteur qui est en train de déjeuner car j'ai besoin d'aide. L'infirmière me dit, le médecin me dit quand il arrive, tu n'as que 39 ans, tu ne peux pas avoir une crise cardiaque. Je crois vraiment qu'il était en train d'essayer de me calmer parce que la douleur était en train d'être de plus en plus élevée. Alors le médecin a dit, viens, on va... Nous sommes allés dans une autre pièce qui était la salle de ressuscitation. Et sur le trolley, sur le petit wagon, il y avait le défibrillateur. Et j'étais allongée sur ce lit et j'avais très mal à la poitrine. Et je regardais le moniteur, ils m'ont donné de la morphine. Pourtant, la douleur était toujours très élevée. Je me suis dit, bon, je vais essayer de prendre des nouvelles de mon mari, mais quelqu'un d'autre a pris l'appel, la stagiaire. J'ai dit, non, je veux parler à mon mari maintenant. Et
chérie, je suis maintenant à l'hôpital, je suis en train d'avoir une crise cardiaque. Moi, je ne pouvais pas comprendre ce que j'entendais. Écoute, Cheryl, je ne vais pas conduire pour le moment. Tout ce que tu vas faire, ok, mais ne viens pas jusqu'ici à Kambalda. Je suis ok, n'aie pas peur. Alors moi, je ne savais pas quoi faire. Je suis allée directement à l'hôpital pour chercher Dr. Chatty pour lui dire que Sean ne pouvait pas venir parce qu'il n'était pas bien. J'étais en train de dormir sur ce lit et j'ai remarqué que ma douleur ne faisait que augmenter. Et j'ai vu que ma pression sanguinaire était ma pression artérielle était en train de monter. Et je me disais, oh, ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Et je me rappelle, c'était la dernière chose que j'avais vue. Alors, Dr. George travaillait pour toi? Comment est-ce que tu as reçu la nouvelle? Oui, on m'a appelé, on m'a dit que donc, il était un ami aussi pour moi. On m'a dit que j'étais en train de presque perdre, pas seulement un collègue, mais un ami. Moi, j'avais un travail à faire à l'hôpital. Je crois que Kambala était vraiment très très loin. Alors, il n'était pas motivé d'aller jusque là-bas. Et moi, je me suis dit, mais ça, c'est une perte de temps. Il va pas mourir, il va survivre, il n'a pas besoin de moi. Que j'aille là-bas ou que je n'aille pas là-bas. De toute façon, c'est tellement loin que ça vaut même pas la peine de faire tout le voyage. Donc, j'étais vraiment pas convaincue d'aller. Alors, finalement, il a accepté quand même d'aller. Oui, j'ai plongé dans la voiture. J'ai sauté sur la voiture. Nous avons pris tout le chemin jusque là-bas. On est tellement familier à ces maladies, à ces symptômes. Alors, moi, ce qu'on m'a dit par le médecin ou les médecins qui étaient là-bas, on m'a dit que j'ai fait une crise et c'est fini. Alors, le médecin et ma stagiaire ont commencé directement à faire un CPR sur moi. Ils m'ont connecté au défibrillateur. Ma ressuscitation se faisait dans l'hôpital de Kambala. Et ma femme, Cheryl, a reçu un appel. Le docteur Chatty a appelé. Je crois qu'il ne savait pas quoi dire. Quelqu'un m'a appelé. Nous avons Sean ici. Il est en train d'avoir une crise cardiaque. Nous avons essayé de le ressusciter, mais sans succès jusqu'à maintenant. Je me rappelle. Il disait, quoi? 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 Après, il me dit, Sherry, Sean. Et moi, je ne comprenais pas. J'ai parlé à Sean il y avait quelques minutes. Et là, j'ai compris que c'était très sérieux. Et j'ai oublié que Sean était mon chef. C'était mon chef. Moi, j'étais le chauffeur. Alors, on a conduit jusqu'à Kambala. Alors, quand ils m'ont connecté au défibrillateur, ils ont vu que j'étais dans un état de choc. Quand un patient passe par une crise cardiaque, c'est une activité électrique chaotique. C'est-à-dire, quand une personne passe par une crise cardiaque, il peut toujours avoir la ventriculation fibrillarique ou quelque chose de comme ça. La mort clinique, c'est pas toujours cette ligne tout droit comme vous voyez à la télévision. Vous pouvez avoir la fibrillation ventrique.
circulaire ou alors avoir la ligne droite. Des fois, il peut avoir une petite vague. Donc, tous ces scénarios-là veulent dire que la personne est morte cliniquement. Et le but du défibrillateur, c'est de choquer le patient et de le remettre en vie, de le ressusciter et de restaurer le rythme normal de son cœur. Dans le CPR, tu délivres un choc, après tu fais le CPR, c'est-à-dire tu pompes, tu fais les pressions, après tu rechoques de nouveau. Il y a des gens, moi j'ai même les enregistrements du défibrillateur. Le premier choc était à 13h44. Ensuite, le deuxième à 13h46. Et entre deux, c'est quand ils étaient en train de faire le CPR. Ça veut dire les pressions sur la poitrine. Donc, ils donnent le choc. Après, ils font les massages cardiaques. Ils donnent le choc. Après, ils font le massage cardiaque. Alors, il est mort. Et les chances de le récupérer étaient très, très basses. Quand une personne est déjà morte, il faut seulement 4 minutes pour que le cerveau commence aussi à mourir. Le plus vite que tu peux ramener le cœur à battre, le mieux c'est. Alors, comme il disait, le plus vite le cœur recommence à battre, le mieux c'est. Quand une personne est morte cliniquement, tout ce qu'il faut, c'est 4 minutes pour que le cerveau meure aussi. As quickly as you can get the heart to start again, the better. As a paramedic, what did you see when you arrived En on tant the que scene? paramédic, When we arrived, Dr. George was Qu'est-ce que obviously tu on as the table. vu? He'd had a few rounds of excusez-moi, je vais juste recommencer, retourner là où la publicité m'a un petit peu distraite. En tant que paramédic, quand je suis arrivée sur la scène, le docteur Sean était déjà mort et il avait déjà eu beaucoup de chocs de défibrillateurs qui étaient en train d'essayer justement de le ressusciter. to try and shock his heart back. Generally, people, when they come around, they generally En come around général, quand les after a gens few comme ça shocks. viennent, That's when you normally get the good outcome. quand ils doivent revenir, ressusciter, ils ressuscitent au bout de peut-être du deuxième, du troisième choc. Mais là, c'était frustrant. Je me rappelle, j'étais dans la voiture et j'ai entendu toute la conversation entre la stagiaire et le docteur Chatil. Le docteur Chatil essayait de lui expliquer comment faire. Et le 7e choc, non, ça veut dire la personne est partie et ne va pas revenir. J'ai dit, continue à essayer, continue à essayer. Je conduisais, je me disais, mais comment est-ce que je veux conduire vite? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver là-bas?
J'ai entendu le docteur Chatil dire il n'y a pas de réponse à tous les chocs donnés. Et dans mon cœur, je me disais, oh, qu'est-ce que je vais faire? Il y a eu 13 chocs. 48 minutes. But after 48 minutes, Dans une période de 48 minutes, il y a eu 13 chocs qui ont été donnés. when the machine actually Quand la analyzed the machine rhythm, a it did not actually analysé recommend le a shock rythme, because from la the machine state n'a of pas ventricular recommandé fibrillation, de continuer de donner de choc. it progressed into a flat line. Alors, parce que j'ai progressé dans je suis allée à cette ligne flat. La flat line, c'est-à-dire la ligne plate. Donc, avant, même si j'étais cliniquement mort, il y avait encore un peu d'activité. Mais là, je suis allée directement à la ligne droite. Je suis une docteure. Je connais ça. Je sais que après tout ce temps-là, il y avait pas beaucoup de chance. Et Sean a été mort pendant plus d'1 heure. Et je savais que cliniquement, c'était vraiment compliqué. Et je me disais, mais comment est-ce que je vais dire à mon enfant qu'il a perdu son père? Et je n'avais aucune parole pour la rassurer. Et je me suis dit, mais je suis toute seule. Je ne savais pas quoi faire pendant ce moment-là. Quand Dr. Steve Danji est arrivé à Kambalda, la ressuscitation avait déjà eu lieu depuis un certain moment. Il y avait 2 paramédics qui étaient là, qui faisaient le CPR. Il y avait un moniteur qui montait cette ligne plate et ça montrait que c'était tu as reçu un appel de ton père qui a changé toute chose. Pendant que j'étais en train de faire du shopping, j'ai reçu un message de Sherry qui m'a dit « Rappelle-moi tout de suite ». J'étais déjà dans la voiture, j'allais à Kambalda quand mon père m'a appelé. Je lui ai dit « Sean est arrêté ». Moi, j'ai cru que on l'avait arrêté et peut-être il a conduit trop vite, la police l'a arrêté, quelque chose de comme ça. Je lui ai dit, mais prends un avocat, on va le sortir de là. Il m'a dit, mais mon père me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, il est arrêté? La police l'a arrêté? J'étais en train d'essayer d'expliquer à mon père. Alors elle m'a dit, non, papa, c'est un arrêt cardiaque. Je suis en train d'aller prendre son corps à l'hôpital. Même jusqu'aujourd'hui, je me rappelle combien mon père avait pleuré. Il a dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais moi-même, j'étais en train d'essayer de me retenir parce que j'étais dans la voiture avec d'autres personnes. Sherry était à côté, elle était au téléphone avec son papa. Elle expliquait à son papa ce qui se passait. Il est trop jeune, il peut pas mourir. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était un moment de choc. Imagine ta fille qui t'appelle en tant que père. Et elle demande qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle va faire tandis qu'elle doit aller prendre le corps de son mari à l'hôpital? Alors moi j'ai prié à Dieu. J'ai dit, oh Seigneur, quelle réponse dois-je donner à ma fille? J'étais en train de pleurer. J'ai dit, Dieu est au contrôle de cette situation. Toi, tu vas et tu pries. Mon père me dit, je veux que tu ailles là-bas et que tu pries. Et je me suis dit, quoi? Papa, tu comprends pas qu'il est mort. On va juste chercher le corps. Mais après, je me suis dit, mais en fait, après tout, mon père est un homme de Dieu. Il m'a dit d'aller et de prier. Il y a rien à perdre. Je n'avais pas la foi. Mais je me suis dit, de toute façon, pourquoi pas, je vais prier et puis je vais voir ce qui va se passer. Dieu m'a donné le courage de le dire à ma fille. Et je remercie vraiment le Seigneur parce que mon père m'a donné ce conseil.
Je ne sais pas ce que j'aurais fait moi-même. Moi-même, je n'avais pas à cette époque la foi. Je savais que Dieu pouvait faire tout, mais en ce moment-là, j'avais pas la foi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Là, ça fait 1 heure, rien ne se passe, et qu'est-ce que tu fais? Professeur, 1 heure est I passée. announced to the room Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-nous. that Sean was dead, and I said we're going to make J'ai a last couple of attempts. annoncé This is it. dans la After pièce everyone que agrees, Sean all the était doctors there, everyone décédé. sort of, yeah, look, there's not more we can do about this. If Tous you've les ever been docteurs in a étaient là, on resuscitation avait tous la situation, même idée. you have to Si tu as déjà été dans une pièce de ressuscitation, tu dois discuter tout avec tout le monde. Et ma stagiaire était vraiment très énervée. Elle savait que Sherry était en train de venir à la clinique de Kambalda. Elle a dit, sa femme vient. Et moi, j'étais reluctant parce que je me disais, ça sert à rien. Et ils ont voulu essayer encore 2 autres CPR, ressuscitation, avant d'arrêter complètement. Quand nous sommes arrivés à Kambalda, j'étais dans un mauvais état. Je n'avais même pas la force de sortir de la voiture. Quand Cheryl est entrée dans la clinique, les docteurs étaient... ils avaient laissé le corps, sauf le médecin qui me donnait encore un peu d'oxygène. Il y avait juste cette ligne droite. Bon, elle-même, Cheryl, elle était docteur, elle comprend, hein, elle comprenait ce qu'elle voyait. Comment les gens se comportaient. Je suis entrée dans la clinique, j'ai vu Sean dormir là, il était blanc. Voir ça a été très difficile. Sherry est arrivée, je lui ai parlé. Il a tenu ma main, il m'a dit, Sherry, je suis désolée, mais Sean est parti. Tu peux aller lui dire au revoir. Rappelle-toi, j'étais mort depuis 1 h 20 en ce moment-là. Mon corps était froid. Je me rappelle, je suis allée, j'ai tenu sa main et elle était tellement froide. Et j'ai pensé, j'ai perdu mon meilleur ami. Tandis qu'elle était là en train de tenir ma mère, elle s'est rappelée de ce que son père lui avait dit dans la voiture. Ah, vas-y et prie. Sherry, elle était en train de prier. Alors j'ai tenu sa main, j'ai dit, Seigneur, il n'a que 39 ans, j'ai 38 ans. On a un garçon de 10 ans, j'ai besoin d'un miracle. Et on a entendu un bruit. Et directement, il est revenu. On a entendu un son. Il y avait tellement de confusion. Il y avait tellement de bruit. J'ai pensé dans ma tête, je suis en train d'imaginer les choses. Parce que c'est ce que j'aimerais qui m'arrive, alors c'est ce que je suis en train d'imaginer. Et tout le monde était excité, tout le monde était... Et j'ai ouvert mes yeux et tout le monde était là. Oh, oh, oh. Et on a demandé à Sherry de se pousser. Au début, elle était confuse. Elle a vu, elle a entendu à la machine que le battement du cœur est revenu. J'ai regardé sur le moniteur et j'ai réalisé que le cœur de Sean avait recommencé à battre. Et j'ai entendu le bip du moniteur. J'ai dit, waouh, j'ai pensé, mais c'est spécial. Et c'est ce qui s'est passé. On était là, c'est fantastique. C'était vraiment spécial de voir le moniteur recommencer. C'est difficile à décrire. Et Sean, le cœur de Sean est en train de battre de façon régulière. Alors, ils ne pouvaient plus m'envoyer à la morgue maintenant. Et ils ont recommencé à travailler sur moi. Et j'ai commencé à lui donner beaucoup d'adrénaline pour que son cœur continue à battre. Pour être sincère, en tant que médecin, dans ma position, c'est un peu compliqué. Je me disais,
que c'était une activité temporaire. Je me disais que c'était une activité temporaire. J'ai dit à sa femme, j'ai dit, quand on va arriver à Calgary, je crois qu'il va mourir. Alors, ils m'ont transféré dans l'autre hôpital. Alors, on était là, on essayait, on a commencé à organiser le transport pour justement le traiter. On a dit, on va traiter sa température. On était tout le temps en train de donner l'adrénaline sur lui, il crachait. Sean a été conduit par ambulance, les médecins, certains médecins en voiture. Même dans la voiture, je me disais, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Sean est venu par ambulance et nous avons continué en voiture. Et même pendant ce temps, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne savais pas ce qui allait se passer. Quand je suis finalement arrivée à Calgary Hospital de Kampala, on m'a dit que beaucoup de mes amis, de mes collègues, tous étaient venus au département des urgences pour me dire au revoir. Tout le monde était là. Tout le monde était là cet après-midi dans la salle des urgences pour dire au revoir à Sean, pour présenter les respects, les honneurs à Sean. J'ai vu quand on a poussé mon père sur ce brancard, j'avais peur parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire à cet âge. C'était comme un rassemblement d'honneur. Toutes ces personnes étaient sur le côté du brancard de Sean. Et on m'avait dit à l'époque qu'il y avait une explosion dans le souterrain. Et j'ai pensé à cette chose qui s'était passée. C'était vraiment un moment particulier parce que personne n'attendait à ce qu'ils reviennent, qu'ils vivent de nouveau. Et moi, en tant qu'enfant, je comprenais pas tout. J'ai dit, maman, ne t'inquiète pas, Dieu peut tout arranger et il va tout arranger. Et c'est comme ça que je croyais à cette époque-là. Et à ce stage-là, Calgary et l'hôpital, normalement, je devais être amenée dans un autre hôpital très, très grand, mais il y a eu beaucoup pas la pluie, mais le mot m'échappe maintenant, justement la glace qui tombait, voilà, des grêlons. Donc, on n'a pas pu m'amener à cet hôpital. Donc, le meilleur que nous pouvions faire, c'était de me donner un certain médicament. Alors, on s'est dit, bon, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire, de lui donner un thrombolyse. Si on lui met ça maintenant, en même temps, je crois que ça va pas lui faire du bien. Ça va pas lui faire du bien. Ça va pas lui faire de bien. Et alors moi, franchement, je croyais pas que ça allait bien finir. Pour dire la vérité, je ne pensais pas que ça allait bien finir. Et il y a eu son cœur qui est en train de battre. Et on l'a mis dans l'avion. Et moi, je croyais vraiment qu'il n'allait pas survivre dans cet avion. Pour des patients qui ont eu un arrêt cardiaque pendant si longtemps, ça ne marche pas. Je pensais qu'il allait mourir. Finalement, nous sommes arrivés dans l'hôpital. Ils ont regardé et ils ont vu que il y avait une tache dans mon artère. C'était un samedi matin qu'on m'a déplacé dans les urgences. Alors, médicalement parlant, mon cerveau était mort. Ça, c'est une photo qui montre les fonctions de mes reins.
Alors oui, ses reins avaient complètement arrêté. Oui, parce que tout le sang avait arrêté de passer par mes organes. Alors mes reins avaient arrêté de fonctionner. Exactement. Le foie, les reins, oui, ses reins, son foie, tout était abîmé. Le cerveau d'une personne meurt rapidement. Tu n'as pas besoin d'être un médecin quand tu vois cette photo pour comprendre que c'est vraiment grave. Quand tu vois cette machine, alors, comme je vous ai dit, mon foie était abîmé, mes reins étaient abîmés. Normalement, je devrais avoir 0 fonction dans le cerveau. Alors, rappelez-vous, pour ma femme, elle était et docteur et la femme du soi-disant mort. Donc, c'était très difficile. Et tous les jours, je venais à l'hôpital, mais dans mon cœur, je me disais, ça, c'est une tragédie. Et 20 minutes de ressuscitation qui n'ont pas marché, franchement, ils n'y croyaient pas. Et moi, en tant que médecin, je me disais, après tout ce temps, son médecin, sa tête, son cerveau doit être complètement mort. Et je me disais, oh Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Parce que s'il se réveille, il va être un légume. Comment est-ce que je vais faire? 100% dead. I thought to myself, I hope I don't have to Alors, make the choice one day of j'espérais que having je ne to devais pas say let's avoir turn à off décider the ventilator d'arrêter because les he's going to be a machines. vegetable. Je And voulais how am pas I going avoir to à prendre la deal décision with that d'arrêter situation was going la through my mind. machine qui le retenait à la vie. There I was in Perth Et all j'étais by là à myself, Perth, didn't toute know seule, je ne anyone. connaissais And as I was personne. going with Sean, I saw Dr. Christine and Jeffrey Stokes waiting there because they had heard Et what had happened, and it was so et nice to il y see avait, somebody ça that faisait I tellement knew. du bien de voir des personnes que je connaissais, Geoffrey et sa femme. Jeffrey actually anointed Sean's head with oil and prayed. He says, oil, whatever oil is around. Alors Geoffrey a oint la tête de Sean et a prié. Sometimes it's butter or margarine out of the fridge or olive oil, whatever oil, doesn't matter. And he will pray. And C'était then l'huile he d'olive. touched them usually on their forehead. Et He was il a saying, prié et il l'a touché. Just laid hands and just believed it. Everyone in our church knew about it. Et Everyone was j'ai praying. juste The mis other les churches mains didn't sur come lui believe. et They j'ai got prié, messages j'ai too, cru. but it was more than that. Tout le monde croyait, tout le monde priait. Sean and Sherry and Michael, C'était they're plus que very ça. well known, very Sean respected people. et Sherry étaient des gens bien connus et beaucoup respectés. Donc, beaucoup de personnes vraiment étaient en train de prier pour eux et demander à Dieu d'intervenir. L'autre raison pour laquelle j'aimerais que vous regardiez cette image, ça c'est ce que ma femme voyait. Dimanche le 26 octobre 2008, quand Cheryl a reçu un appel. J'ai reçu un appel de ma tante en Inde. Elle a dit qu'elle était en train de prier la nuit elle m'a dit que la nuit avant que j'aille dormir, Sean va ouvrir les yeux. Voilà, ça c'est ma femme. Quand quelqu'un te dit que ton mari va se réveiller et que tu vois cette image, tu vois ton mari dans cet état, est-ce que tu vas le croire? Alors moi, je ne croyais pas ce que ma tante me disait parce qu'elle n'avait pas d'expérience de médicale, elle n'avait pas d'expérience de médecin. Mais je me suis rappelé ce que mon père m'avait dit, j'ai cru. J'ai dit, alors cette nuit, si Dieu fait que Sean ouvre ses yeux, ce serait super. Et ce soir-là, un de mes collègues, Jeffrey Stokes, est venu pour rendre visite. Our normal practice with children who are in that situation, and I'm a pediatrician, is to talk to them Et about moi, en tant que pédiatre, quand des gens sont dans une situation comme ça,
on commence à leur parler des choses normales, des choses calmes. Et j'ai commencé simplement à parler à Sean comme ça. Et en me parlant comme ça, elle a constaté que mes yeux bougeaient un petit peu. Et elle m'a demandé, et j'ai dit, Sean, si tu entends, presse mon doigt. Et apparemment, j'ai pressé sa main. Et elle a crié fort, si tu peux m'entendre, ouvre les yeux. Et comme ça, tout d'un coup, il a ouvert ses yeux. Il a ouvert ses yeux. Et je me suis rappelé ce que la dame qui connaissait ma tante avait dit. Avant que j'aille dormir ce soir-là, Sean allait ouvrir les yeux. C'est fou, c'est incroyable. Le jour d'après, j'ai commencé à bouger mes mains et mes pieds, ce qui veut dire que mon cerveau fonctionnait. Et mercredi, ils étaient capables de sortir le tube de ma gorge et j'ai commencé à respirer par moi-même, ce qui montre que mon cerveau fonctionnait. Mais c'est ce qui s'est passé après qui a choqué tout le monde. J'ai vraiment été choquée. J'ai parlé à un de mes amis. Il m'a demandé, ce gars-là, Sean, comment il va? Moi, j'ai répondu, j'ai dit, il est quand même pas mal malade. Hein? Il m'a... Il m'a demandé... Il m'a demandé comment est son cerveau. Et moi, j'ai dit, ouais, ça va. Et puis, il n'avait pas l'air étonné. Et j'ai dit, mais comment tu sais? J'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé autour de moi. And apparently I squeezed her hand. Apparemment, quand ils m'ont dit ça, j'ai appuyé leurs mains. Et elle a crié, elle a dit, si tu peux m'entendre, ouvre tes yeux. Et en un moment, il a ouvert sa bouche, il a ouvert ses yeux. J'ai vu ça et je me suis rappelé de ce que cette dame avait dit. Il ouvrait ses yeux ce soir-là avant que j'aille dormir. Oui, nous avons pleuré, c'était vraiment très excitant. Et le jour après, j'ai commencé à bouger mes mains et mes pieds, ce qui veut dire que mon cerveau fonctionnait. Et le mercredi, ils m'ont enlevé le tube et j'ai commencé à respirer par moi-même, ce qui veut dire que mon cerveau fonctionnait. Mais c'est ce qui s'est passé après qui a choqué tout le monde. J'ai été rarement choquée dans ma vie. Tu veux que je te raconte l'histoire? Oui, ok. Alors, j'ai parlé avec un ami à moi, je lui ai demandé, écoute, j'aimerais avoir des nouvelles de Sean. Comment il va? Il me dit, ouais, ça va, hein? Il est malade. Mais ça va, hein? Et j'ai demandé, comment va son cerveau? Et il m'a dit, ouais, ça va plutôt très bien. Je dis, comment tu sais? Il dit, oui, on vient de l'enlever le tube de sa gorge. Et j'étais étonnée. J'ai dit, waouh! Et c'était vraiment quelque chose d'époustouflant. J'avais jamais vu ça dans ma vie. Il a ouvert les yeux. Et j'ai ouvert mes yeux. J'ai regardé autour de moi. Et quand il a enlevé quand on m'a enlevé le tube, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je peux avoir mes examens, mon ECG et mon ABG? Et l'infirmière est presque tombée dans les pommes. Et il s'est réveillé, il a commencé directement à demander les résultats des examens. Je me suis dit, mais ça, c'est lui. Il a dit, montrez-moi mes résultats. J'ai dit, oui, ça c'est Sean. Il est retourné, il veut être au contrôle de tout. Mon cerveau était à 100% normal. Ce qui est juste médicalement impossible. C'est fou de voir de vendredi
à mercredi, une personne qui était complètement partie et il était en train de partir comme s'il y avait rien de parler, comme si rien ne s'était passé. C'était incroyable de vivre ça. Et je comprenais pas. Et tous les résultats s'amélioraient. Les résultats étaient de mieux en mieux. J'étais waouh, waouh, waouh. Je comprenais pas. Et j'étais choquée. Le fait qu'il était conscient, c'était déjà remarquable. Mais le fait qu'ils étaient en train de parler et ce qu'ils disaient avait un sens, ça c'est un miracle. Et le fait que sa personnalité était vraiment là, alors oui, je crois que ça c'est un miracle. Oui, nous le croyons, nous le croyons. J'avais jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie, c'est un miracle. Il est retourné des morts, gloire à Dieu. Je pensais pas que mon mari reviendrait à la maison si vite. Les gens qui sont venus me rendre visite à l'hôpital, ils ont demandé, mais il est où? Ils ont dit, Monsieur Miracle est rentré à la maison, il a quitté l'hôpital. Non seulement il a récupéré, mais il a récupéré de façon instantanée et parfaite. Et quelques semaines après, il est entré à l'hôpital pour travailler. Le fait qu'il soit rentré pour aller travailler, ça prouvait que il était à 100% là. Ça, c'est un miracle. Moi, j'ai jamais vu quelque chose de comme ça. Je n'ai jamais entendu parler de quelque chose de comme ça. J'ai raconté ça dans différents séminaires. Et quand je raconte ça, tout le monde est calme parce que les gens n'ont jamais entendu parler de ça. Alors, moi, je dis que c'est vraiment un miracle authentique. Oui, parce que c'est un fait. C'est simplement un fait. La science médicale ne peut pas expliquer le miracle, justement. Alors, c'est un miracle. Tu es un docteur qui connaît très bien ce domaine-là. Donc, le plus grand avantage est que j'étais un médecin et j'étais aussi un patient. Donc, j'avais l'avantage de pouvoir comprendre ce qui m'arrivait. J'avais toutes les preuves, je mettais les résultats ensemble et je pouvais montrer aux gens vraiment que c'était vrai. Et quand je pense à ça, je suis très émue parce que Dieu a répondu à ma prière. Même si je n'avais pas la foi, il est Dieu. Il y avait Je crois que Sherry a une grande foi. Tu sais que Dieu répond à tes prières. Je ne suis pas quelqu'un de spécial, c'est juste que Dieu a écouté mon cri et il m'a béni. Et je suis très privilégiée que Dieu ait répondu à ma prière. Quel est ton message? J'espère vraiment que les gens vont penser à leur vie de façon sérieuse. Tu as une vie. Une vie. La majorité des gens ont une vie. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir une deuxième chance. Mais mon conseil est considère ce que tu fais de ta vie. La chose la plus importante que tu puisses décider, c'est de décider où tu vas passer ton éternité. Moi, je conseille